La civilisation capitaliste, notre société, est la quatrième forme d'organisation sociale de l'humanité. Une caractéristique très distinctive, il me semble, de notre société par rapport aux autres d'autrefois, ce sont les croissances exponentielles. Par exemple, la population mondiale a atteint 1 milliard en 1800. Maintenant, on va bientôt atteindre les 8 milliards et plus. Au niveau de la production mondiale, le PIB mondial, de 1970 à 2010, est multiplié par 4. Puis, selon les prévisions, de 2010 à 2050, devrait encore multiplier par 4. Concernant les innovations technologiques, bien, on est en pleine croissance exponentielle, que ce soit les biotechnologies, nanotechnologies, robotisation, intelligence artificielle, les nouveaux ordinateurs. Il y a vraiment une croissance des innovations. Également une croissance des inégalités. On n'a jamais vécu ça. Disons, dans les sociétés d'autrefois, ils étaient pauvres, mais les sociétés, une par rapport à l'autre, étaient relativement égales. Tandis qu'aujourd'hui, c'est des inégalités extrêmes, comme par exemple les 2200 milliardaires de la planète possèdent une richesse supérieure à celle de 4 milliards d'individus les plus pauvres de la planète. Puis, on pourrait également rajouter comme croissance exponentielle les destructions environnementales. C'est les gaz à effet de serre, les feux de forêt, la contamination au plastique, etc. C'est vraiment une grosse destruction environnementale, puis croissante tout le temps. Quel est le principe de fonctionnement de la société qui amène toutes ces croissances exponentielles-là? Je pense qu'on peut appeler ça le principe du marché. Il n'y a presque plus personne sur la planète qui produit ses propres subsistances. T'sais, qui va faire son jardin, qui va avoir des poules, des cochons, etc., puis que toutes ces subsistances, c'est lui-même qui va y produire. Ça n'existe pratiquement plus, là, nulle part sur la planète. Okay? Alors, tous les individus sont obligés d'acheter leur subsistance. Puis, toutes les entreprises de biens et de services, ils veulent vendre. Donc, on est dans une situation où est-ce que tout ce qu'on consomme a été acheté et tout ce qui est produit sera vendu. Dans le fond, c'est ça le principe du marché et c'est comme ça à la grandeur de la planète maintenant. On peut repérer 4 grandes situations historiques qui ont amené à la situation actuelle. Tout d'abord, pour que le marché puisse fonctionner socialement, il fallait qu'il puisse reposer sur des institutions qui ont dû être créées à un moment donné. Bien, les historiens ont découvert que l'ancêtre, disons, du marché a débuté dans les années 1200 environ, donc dans le temps du Moyen Âge, puis en Italie de façon spécifique. Dans ce temps-là, en Italie, il y avait différentes villes marchandes très riches, telles que Venise, Florence, Gênes, et il y en avait d'autres. Puis là, donc, il y avait des marchands qui faisaient énormément de commerce. Alors, ils se sont mis à créer des institutions puis des différentes techniques. Entre autres, dans les techniques, il y avait celle-là de comptabilité. Puis ils utilisaient les chiffres arabes, ça allait beaucoup mieux que les chiffres romains qui étaient utilisés avant. Il va même y avoir des compagnies d'assurance, parce qu'étant donné que les conditions de ce temps-là, ça rassurait les marchands que de pouvoir faire assurer les cargaisons des marchandises. Ce n'était pas les bateaux qui étaient assurés dans ce temps-là, mais uniquement donc, les cargaisons. Un exemple d'une compagnie de ce temps-là, c'est la compagnie Peruzzi, qui a été créée en 1275, puis qui transportait toutes sortes de marchandises. Alors, il y avait du sel, de la soie même de Chine, parce qu'il y avait un transport terrestre et maritime. Il y avait du miel de Sicile, toutes sortes de marchandises, même des armes, des esclaves aussi. Ce qui comptait, c'est que ce soit rentable, dans le fond, de faire du transport. La compagnie Peruzzi, en fait, a fait faillite par la suite en 1343, mais pourtant, le commerce était très rentable. Là. Sauf qu'elle a prêté de l'argent au roi d'Angleterre, qui, lui, ne l'a jamais remis, de sorte que la compagnie a fait faillite. Mais quand même, qu'il y ait une compagnie italienne qui prête de l'argent au roi d'Angleterre, ça montre que déjà, il y avait des relations économiques à l'intérieur des pays européens. Puis, de façon générale, en tout cas, sauf accident, c'était quelque chose de prospère. Une institution qui a été créée par les marchands italiens, c'était la lettre de change. Il y en a eu des dizaines de milliers. La façon que ça fonctionnait, c'est que c'était trop dangereux dans ce temps-là de transporter des pièces de métal. T'sais. Alors, supposons qu'un marchand veut faire venir certaines marchandises, bien, il demande, comme un marchand voyageur,
d'aller chercher quelque chose, mais il va y faire comme une lettre de chance qui va écrire que tel marchand, tu devrais donner à tel individu 500 florins d'or, par exemple, parce qu'il veut acheter telle chose. OK? On met un sceau là-dessus, puis le gars, il s'en va. Va aller dans l'autre ville, rencontrer le marchand, il va remettre la lettre, il va lire ça, « Ah, 500 florins d'or, OK. » Le marchand va remettre ça pour que lui puisse acheter les marchandises puis les ramener ici. Donc, c'était plus prudent comme ça. Puis pourquoi ça fonctionnait? Bien, c'est parce que tous les marchands étaient en dette les uns envers les autres, dans le fond. Supposons que l'autre, il devait déjà 1000 florins. Avec là, en donnant 500 florins, bien déjà, sa dette va diminuer vis-à-vis de l'autre. Mais donc, ils se contractaient comme ça des emprunts les uns les autres. Puis c'est quelque chose qui fonctionnait bien parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup de lettres de change. C'est un peu comme, mettons, comme l'ancêtre du chèque d'aujourd'hui. Ça veut dire que déjà en Italie, dans les années 1200, 1300, 1400, il y a déjà des institutions du commerce qui fonctionnaient bien et qui étaient prospères. Une deuxième situation historique, ça va être vers les années 1500 environ en Europe. À cette époque-là, vers 1450 déjà, a été mis au point la caravelle, qui était une sorte de bateau capable de naviguer sur l'Atlantique. Et les Européens ont emprunté aux Arabes l'astrolabe pour pouvoir se diriger sur l'océan. Donc là, il y avait, à partir de 1450 environ, les Européens avaient ce qu'il fallait pour réussir à aller un peu partout sur la planète. Puis, en fait, c'est ça qu'ils vont faire. Ce qu'il y a de particulier chez plusieurs peuples européens, c'est l'esprit de conquête. Que ce soit les Portugais, les Espagnols, les Anglais, les Français, les Hollandais aussi. L'esprit de conquête, on le voit de différentes manières. Donc, par exemple, les missionnaires, bien, ils voulaient convertir les païens partout sur la planète. Il y avait les soldats, motivés à aller tuer différents peuples un peu partout sur la planète. C'est ça que les conquistadors vont faire avec les Incas, les Aztèques. Mais les soldats anglais, les soldats français étaient prêts aussi à aller sur la planète pour aller se battre parce qu'il y avait des armes supérieures. La population d'Europe elle-même était prête à émigrer. Étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans des conditions difficiles, bien, aller vers le Nouveau Monde, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud ou même l'Australie, il y a des millions d'Européens qui étaient prêts à aller coloniser les territoires qui avaient été, dans le fond, qui n'étaient plus occupés parce que les Autochtones, souvent, avaient été tués. Puis, bien sûr, dans ce temps-là, il y avait les marchands. Parmi le commerce que faisaient les marchands, il y avait, entre autres, le commerce triangulaire. Il y en a eu différentes versions, mais une version, admettons, c'en est une, c'est qu'on prend des marchandises en Europe, on s'en va en Afrique, là, on va vendre ces marchandises-là, puis en échange, on va acheter des esclaves. Dans un bateau, il pouvait rentrer environ 300 esclaves bien tassés dans le fond du navire, puis on va les emmener au Brésil, en Haïti ou aux États-Unis, où là, on va les vendre. Et en échange, on va pouvoir retourner en Europe avec différentes marchandises. Du sucre, de la mélasse, ça peut être du coton, du tabac aussi. Bien, ça revient en Europe, puis ça, c'était quelque chose de très rentable, alors on recommence comme ça. On estime qu'il y a 12 à 15 millions d'Africains comme ça qui ont été amenés dans ces conditions-là. Donc ça permet, en quelque sorte, d'établir le marché mondial, déjà à l'époque, dans les années 1600-1700. Troisième situation historique, ça va être la révolution industrielle, débutée en Angleterre vers les années 1780 environ. Au début, ça va être avec la machine à vapeur, on utilise du charbon. Puis ça va être pour produire du textile, de la métallurgie. Ça va permettre de créer, par exemple, des trains, des chemins de fer, des bateaux à vapeur. Puis par la suite, un siècle plus tard, vers les années 1890 environ, là, ça va être le moteur à essence, l'électricité. C'est ça qui va permettre de produire des automobiles, des avions, des bateaux, puis tout ce qu'on connaît dans le fond aujourd'hui. Nous autres, on peut dire, à l'époque actuelle, on est comme les héritiers de la révolution industrielle commencée en Angleterre, puis qui s'est diffusée donc dans plusieurs pays. La quatrième situation historique, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Étant donné que les premiers pays industrialisés, tels que certains pays d'Europe occidentale, les États-Unis et le Japon, il y avait vraiment une grosse avance sur les autres pays de la planète, on aurait pu penser qu'ils vont garder cette avance-là, puis qu'il n'y a jamais d'autres pays qui pourraient les rattraper. Non, erreur, ça va vraiment arriver. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir en particulier ce qu'on a appelé les dragons asiatiques, tels que Singapour,
Hong Kong, Taïwan et la Corée du Sud qui vont s'industrialiser rapidement. Peu de temps après, disons, dans les années 70, il va y avoir, par exemple, l'Indonésie, la Thaïlande. À la fin de la guerre, il va y avoir le Vietnam qui va s'industrialiser aussi. Dans une certaine mesure, les Philippines, plusieurs pays. En plus, il va y avoir les monarchies pétrolières comme le Qatar, Oman, les Émirats arabes unis, et il y en a d'autres. Puis, à partir des années 1990, il y a encore d'autres pays qui vont s'industrialiser davantage. Là, ça va être le BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Puis, il y en a d'autres qui sont candidats encore à l'industrialisation, tels que la Côte d'Ivoire, par exemple, et d'autres pays à l'heure actuelle. Ce qui fait que maintenant, l'industrialisation est implantée dans beaucoup de pays, puis tous ces pays-là fonctionnent avec le principe du marché. C'est sûr que ce n'est pas partout sur la planète. Il y a environ 200 pays sur la planète, puis ce n'est pas tous les pays qui s'industrialisent, là. Il y a entre autres ce qu'on appelle les pays les moins avancés. Il y en a à peu près une cinquantaine, comme le Bénin, le Cambodge, Laos, l'Afghanistan. Il y en a des dizaines. Où là vit ce qu'on appelle le milliard d'en bas, c'est-à-dire une population qui vit très pauvrement puis sans aucune perspective d'amélioration. Dans le fond, on en est là aujourd'hui. Où est-ce que le principe du marché, maintenant, il est vraiment planétaire? Puis c'est ça qui fait que la population mondiale augmente encore. La croissance économique mondiale, normalement, continue d'une décennie à l'autre. C'est la même chose pour les inégalités qui sont de plus en plus grandes, les destructions environnementales et les innovations technologiques. Tout ça est à la hausse constamment. La grande question, c'est de savoir, tout ça multiplie, oui, mais où est la limite? Quand est-ce que ça ne pourra plus continuer comme ça? Le principe du marché dans la civilisation capitaliste. La caractéristique la plus distinctive de la civilisation capitaliste, c'est la logique des croissances exponentielles, ce qui signifie que tout double, redouble et redouble encore. Alors, il y a la démographie. La population mondiale a atteint 1 milliard pour la première fois en 1800. Elle atteindra bientôt 8 milliards. Le produit intérieur brut mondial, il y a eu multiplication par 4 de 1970 à 2010 et selon l'OCDE, il y aura encore une multiplication par 4 du PIB de 2010 à 2050. Les innovations technologiques, c'est dans tous les domaines, dans les biotechnologies, les nanotechnologies, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D, la robotisation, les énergies, les transports. Il y a aussi les inégalités économiques. La fortune collective des 2200 milliardaires de la planète dépasse les ressources détenues par les 4 milliards d'êtres humains les plus pauvres. Et les destructions environnementales. La contamination au plastique et aux autres polluants, la fonte des glaciers, la détérioration des sols cultivés, l'accumulation des gaz à effet de serre, la perte de biodiversité. Il y a 4 situations historiques ayant conduit à la structuration du marché mondial. D'abord, la création des institutions commerciales et financières en Europe à l'époque du Moyen Âge. Puis, l'esprit conquérant des peuples européens par les missionnaires, les militaires, les colons, les marchands. Les moyens techniques de voyager sur les océans tels les caravelles et l'astrolabe sont disponibles à partir de 1450 environ. Ensuite, la révolution industrielle débutée en Grande-Bretagne vers 1780, puis diffusée dans les autres pays européens, en Amérique du Nord et au Japon. Enfin, la diffusion du modèle de développement économique occidental après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui signifie les dragons asiatiques, Taïwan, Hong Kong, Singapour, Corée du Sud. Puis, il y a industrialisation aussi avec les tigres asiatiques, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Vietnam, Philippines. Dans les années 70 à peu près, s'affirment aussi les monarchies pétrolières, Arabie saoudite, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman, Émirats arabes unis. Puis, dans les années 90 surtout, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ce qu'on appelle les BRICS. Éventuellement, s'ajouteront de nouveaux pays émergents tels que le Mexique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Éthiopie.